Alors voilà, quand on parle de dérivés, on pense souvent à ça. Et si je vous disais qu'en réalité les dérivés cachent une histoire incroyablement fascinante et mystérieuse? Dans cette vidéo, on va prendre un chemin moins ordinaire et je vais vous montrer que les dérivés sont bien plus que de simples formules mathématiques. On va explorer ensemble leur histoire passionnante et bien sûr, vous commencez à me connaître, on va voir une façon élégante de comprendre la dérivation. Savez-vous que les dérivés ont une histoire fascinante qui remonte à l'Antiquité? Les anciens Grecs, tels qu'Archimède par exemple, ont jeté les bases de ce concept en calculant des aires et des volumes à l'aide de méthodes d'approximation. Archimède essayait d'approcher π en utilisant cette méthode. Il enfermait le cercle de rayon 1, qui a pour aire π, dans deux polygones réguliers. Étant donné qu'on sait calculer les aires des polygones, on sait que π se situe entre les deux. Et il avait bien compris que plus le nombre de côtés des polygones augmentait, plus l'approximation était précise. En utilisant un polygone à 96 côtés, Archimède parvint à l'excellente approximation que π est compris entre 223 sur 71 et 22 sur 7. Mais il le sentait, il lui manquait un truc pour être efficace. C'est seulement au XVIIe siècle que ce qui lui manquait fut inventé, le calcul infinitésimal et la notion de dérivée. Et l'histoire de cette découverte est assez marrante. Newton et Leibniz l'ont découverte à peu près en même temps, donc chacun se revendiquait comme étant le père du calcul infinitésimal. Cependant, leur approche était un peu différente mais aboutissait au même résultat. Newton utilisait la méthode des fluxions, et Leibniz utilisait la méthode des tangentes. Celle de Newton était plus calculatoire et celle de Leibniz plus géométrique. Alors, la dérivation, c'est l'étude des variations en un point. Sauf que les variations en un point, ça n'a pas vraiment de sens, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur les variations. Notre assistant ici va nous aider à y voir plus clair. Oui, toi. On va emprunter à la physique un exemple très parlant pour la notion de variation et de dérivée, la vitesse. Admettons que l'air junior fasse un sprint de 5 mètres. Oui, c'est beaucoup pour lui. S'il le fait comme ça, on voit qu'il va vite. Là, on voit qu'il va un peu moins vite. Là, il va très vite. Et là, il va moins vite. Alors, ce qui nous permet d'avoir ces observations, c'est qu'on constate que sa position en fonction du temps passé varie plus ou moins vite. Étudions alors la fonction qui modélise sa position en fonction du temps. On voit qu'au début, il est à la position 0, et qu'à la fin, il est à la position 5. Si vous comprenez pas bien cette courbe, je vous renvoie à la vidéo sur les fonctions que j'ai faites, je l'affiche en haut à droite. Donc voilà la courbe pour le premier sprint, pour le deuxième, le troisième, et enfin le quatrième. On commence à remarquer ce qui se passe en observant les courbes. Plus la courbe est pentue, plus il va vite. Mais si on remarque ça, c'est parce qu'on regarde toute la courbe. Si on regarde juste en un point, c'est impossible de dire s'il va vite ou pas. Il nous faut au moins 2 points, pour comparer la distance qu'il a parcourue à un certain laps de temps. Donc dire que la dérivée donne les variations d'une fonction en un point, c'est un peu un non-sens, mais pourtant c'est vrai, et on va voir pourquoi. Donc on a compris que pour dire que la fonction varie, il faut comparer deux valeurs. Par exemple, si on regarde sa position à 1 seconde et 2 secondes sur chacune des courbes. Pour la première, il a avancé de 2,5 mètres, pour la deuxième de 1,3 mètres, la troisième de 3,7 mètres et la quatrième de 1,8 mètres. Donc on peut voir que c'est dans le troisième sprint qu'il a parcouru la plus grande distance entre 1 et 2 secondes de course. Et c'est là qu'intervient la vitesse. Pour mettre un peu de rigueur là-dedans, on va quantifier le truc. On cherche à savoir quelle distance il parcourt par rapport au temps écoulé. Et le rapport en maths, c'est tout simplement une fraction. La distance parcourue, c'est position d'arrivée moins celle de départ, et de même, le temps écoulé, c'est le temps final moins le temps initial. Et donc, ça donne ce quotient. Cette quantité, c'est simplement la vitesse. Donc on comprend bien que pour calculer la vitesse, il nous faut comparer deux informations différentes, le temps et la position de départ, ainsi que le temps et la position d'arrivée. Et c'est logique en fait, si on regarde ces deux courses, on voit qu'il va plus vite dans la deuxième, et si on regarde ces deux images, on arrive à le voir aussi. Mais si on regarde une seule image, eh ben on peut plus rien dire. Dans les 4 sprints, entre 1 et 2 secondes de course, on a donc ces calculs-là. Le résultat est en mètres par seconde. Ce qui nous donne après calcul 2,5 mètres par seconde pour le premier, 1,3 mètres par seconde pour le deuxième, 3,8 mètres par seconde pour le troisième, et 1,8 mètres par seconde pour le quatrième. Et ça confirme bien ce qu'on pensait, entre 1 et 2 secondes, Euler Junior est allé plus vite dans le quatrième sprint. Et ce calcul, on peut le faire entre n'importe quelle valeur. En réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est de calculer le coefficient directeur de la séquente à la courbe de notre fonction entre les deux points qu'on choisit. Et on voit que plus le coefficient directeur est élevé, plus il a été vite entre ces deux points. Mais ce qui nous gêne un peu, c'est que quand on prend deux points distincts, on s'intéresse uniquement à ce qui s'est déroulé au début et à la fin. Entre les points, on n'a pas trop d'informations. Par exemple, sur ces deux courbes, les séquentes ont la même pente, donc le même coefficient directeur.
On pourra en conclure, si on parle de vitesse, que la vitesse était la même entre 1 et 2 secondes, alors qu'on voit bien que non. Il faut donc prendre 2 points plus proches pour limiter ce qui peut se passer entre ces points. Par exemple, ces 2 points. Alors, dans ces fonctions, le souci est un peu lissé, mais prenons celle-ci toujours avec ces 2 points. Et bien là, il y a encore un manque d'informations. On va donc trouver un moyen pour qu'entre les infos qu'on regarde, il ne se passe rien. Regardons ce point-là. On va introduire des notations pour éviter de se trimballer des un tout petit peu plus. En maths, quand on veut signifier un changement infiniment petit d'une quantité t par exemple, on note dt. Ici, la quantité infiniment petite qu'on regarde en secondes, donc en abscisse, on va la noter dt, et en distance, donc en ordonnée, on la note df, et cette notation on la doit à Leibniz. Donc la pente de cette séquente vaut df sur dt. La pente qu'on regarde ici est au point d'abscisse 1, on note donc df sur dt de 1. Et ce raisonnement, on peut le faire pour n'importe quel temps t. Donc de manière générale, on note df sur dt de t, cette pente. Et là, mes amis, on vient de créer la dérivée selon Leibniz. La formule qu'on utilise généralement, c'est celle-ci. Et vous vous demandez sûrement d'où elle sort et quel est le rapport avec ce qu'on vient de voir. Et bravo, c'est une question très pertinente. Rassurez-vous, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc l'idée, c'est de regarder ce qui se passe en un point de la courbe. Appelons-le A, et disons qu'il a pour abscisse petit a. Si vous avez bien regardé ma vidéo sur les fonctions, vous savez donc que son ordonnée vaut f de a. L'idée va être de reproduire la méthode et le concept de Leibniz, mais sans utiliser les df, dt ou dx. On va donc prendre un autre point, qu'on appelle b, qui est un petit peu plus loin. On a décalé l'abscisse de h, et donc b a pour abscisse a plus h, et pour ordonnée, f de a plus h. Et si on calcule maintenant la pente, ou le coefficient directeur, c'est pareil, de cette séquente, on trouve qu'elle vaut ça. Alors c'est joli, me direz-vous, mais il peut s'en passer des choses entre A et B. Et encore une fois, vous avez raison, et c'est pour ça qu'on va pas s'arrêter là. On veut faire en sorte que B soit le plus près de A. Autrement dit, on veut que H soit le plus proche de 0 possible. Et regardez bien ce qui se passe quand B est infiniment proche de A. Pour le voir, on va faire un zoom autour de A. La courbe, qui était arrondie, devient plate. C'est un peu comme la Terre finalement. La Terre est ronde, mais de notre point de vue, qui est une sorte de zoom infini, elle nous paraît plate. Bref, revenons à notre fonction. Avec notre zoom infini autour de A, et le point B qui est infiniment proche de A, la séquente AB est confondue avec la courbe. Et ça, c'est ce qu'on appelle la tangente. Donc la courbe et la tangente sont confondues sur un intervalle infiniment petit autour de A. Et du coup, elles ont les mêmes variations. Et on sait que les variations d'une droite dépendent du signe de son coefficient directeur. C'est pour ça que les variations d'une fonction sont liées au signe de la dérivée qui correspond au coefficient directeur de la tangente en chaque point. Mais bref, ça c'est la théorie. Nous, ce qu'on aime, c'est de voir concrètement ce que ça donne en vrai, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Regardons ce qui se passe avec la fonction carré au point d'abscisse 2, et d'ordonnée 2 au carré, donc 4. En abscisse, on se décale de h, et en ordonnée, on est là. Alors on va zoomer un peu, parce que sinon on va rien voir. Donc comme l'abscisse c'est 2 plus h, l'ordonnée sera 2 plus h au carré. En développant, ça nous fait 2 au carré plus 2 fois 2h plus h carré. Donc finalement, 4 plus 4h plus h carré moins 4 sur h. Alors ne vous laissez pas impressionner par cette fraction, vous allez voir ça se simplifie assez bien. Donc déjà les 4 du dessus se simplifient entre eux, il nous reste 4h plus h carré sur h, et on peut simplifier par h, on a donc 4 plus h. Et rappelez-vous, h c'est une quantité infiniment petite qu'on va faire tendre vers 0, on peut donc la négliger. Ce qui nous donne tout simplement 4. Mais ce raisonnement, on peut le faire pour n'importe quelle abscisse x. Et à chaque fois, on trouve 2x. Vous aurez là reconnu la dérivée de x carré. Je vous laisse essayer de faire ça avec x puissance 3, elle est assez simple aussi. Vous devez trouver que la dérivée vaut 3x carré normalement. On va pas toutes les faire, on va juste voir ce qui se passe quand ça marche pas comme on le voudrait. Regardons la fonction sinus et faisons le même raisonnement. Si on regarde ici un point d'abscisse x et du coup d'ordonnée sinus de x et qu'on se décale de h, la nouvelle ordonnée vaut donc sinus de x plus h, et là on peut pas faire grand chose. Si on développe en utilisant les formules, on a que sin de x plus h c'est sin de x cos h plus sin de h cos x. Et là on peut pas trop s'en sortir si on connaît pas les limites classiques de trigo. Mais il y a en réalité une autre façon de voir la dérivée, c'est le point de vue géométrique. Alors qui dit trigo dit cercle trigo. On va faire apparaître dx et d sin de x dans le cercle trigo. Regardons un angle x dans ce cercle. On trouve donc ici le sinus de x. Donc on veut faire apparaître dx et d sin de x, ça veut dire qu'on va se décaler un tout petit peu. Et on fait encore un zoom pour y voir quelque chose.
On a donc ici dx et ici d sin de x. Et il y a ce triangle qui apparaît. Et bien il y a un truc assez joli, ces deux triangles sont semblables. Autrement dit, on retrouve ici l'angle X. Si vous n'êtes pas convaincu, prenez un papier et un crayon, c'est assez simple à montrer. Donc on va virer le reste et s'intéresser uniquement à ce nouveau triangle. Il est rectangle, donc on peut écrire les égalités de Trigo par rapport à cet angle. Donc nous, on a le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est donc le cosinus qui nous intéresse. Donc finalement, cosinus de x, c'est d sin de x sur dx. Et ça, c'est exactement la notation de Leibniz pour nous dire que la dérivée de sinus, c'est le cosinus. C'est plutôt cool, non ? Alors, et Newton dans tout ça? La méthode de Newton est un peu plus analytique et elle est basée sur les fluxions. Il l'avait pas publiée par peur de se faire un peu lyncher par ses confrères et vous allez voir pourquoi. En gros, il fait varier les antécédents d'une fonction, et donc les images aussi, et essaye de mesurer ces variations. Cette méthode donne le même résultat, donc vous verrez, elle est très proche de celle qu'on a vue tout à l'heure. Regardons-la directement dans un exemple. Pour la fonction carré, Newton note la fonction y égale x puissance 2. À l'époque, la notation f de x n'existait pas. Donc si on prend taux, un intervalle de temps infiniment petit, une variation de y est notée y plus y point taux, et une variation de x est notée x plus x point taux. Donc y plus y point taux est égal à x carré plus 2x x point taux plus x point taux au carré. En soustrayant y est égal à x carré, on a ça, puis en divisant par taux, ça donne y point est égal à 2x x point plus x point au carré taux. Il considère alors que comme taux est infiniment petit, il peut négliger les termes avec taux dedans. Il trouve alors que y point est égal à 2x x point. Et c'est simplement une autre façon d'écrire dy est égal à 2x dx. Et ce qu'il a freiné pour publier, c'est le fait d'avoir négligé ces termes. C'était, selon lui, pas rigoureux et donc pas mathématiquement correct. Comme vous avez pu le comprendre, les concepts de dérivation introduits par Newton et Leibniz sont sensiblement les mêmes. Et si on veut parler de la dérivée d'une fonction définie par y égale à f de x, Leibniz notait dy sur dx, cette notation est très utile lorsqu'on dérive une fonction à plusieurs variables. Newton notait y point, cette notation est encore utilisée en physique, et la notation qu'on connaît tous, c'est f' de x, ou y', qu'on doit à Lagrange. Et c'est généralement celle qu'on utilise en maths quand il n'y a aucune ambiguïté sur la variable de dérivation. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur la dérivation, regardons ce qui se passe quand une fonction n'est pas dérivable. Regardons la fonction valeur absolue. La définition rigoureuse est la suivante. Valeur absolue de x est égale à racine carrée de x au carré. En gros, cette fonction rend un nombre positif s'il n'est pas déjà. Et sa courbe ressemble à ça. On voit qu'il y a clairement deux demi-droites. Si on est du côté droit, la dérivée vaut 1, et du côté gauche, ça vaut moins 1. Si vous voyez pas d'où ça sort, je vous laisse mettre pause et faire quelques calculs rapidement. Et le problème va se situer en 0. Si on s'approche de 0 par là, on a une pente de moins 1, et si on s'approche par là, on a une pente de 1. Cette double valeur fait que la fonction n'est pas dérivable en 0. D'ailleurs, petit aparté, cette fonction est un exemple très simple qu'une fonction continue n'est pas forcément dérivable. Et alors je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de cette fonction. F de x est égal à la somme pour k allant de 0 à l'infini de a puissance k cos de b puissance k pi x. Alors cette fonction, ou plutôt cette famille de fonctions, est moche, on va pas se mentir. Et sa courbe l'est encore plus, ou alors sa courbe est magnifique, il y a deux façons de voir la chose. Cette fonction, on la doit à Weierstrass, et voici à quoi elle ressemble. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui en fait une fonction si particulière? Je vais zoomer pour vous donner un indice. Alors je suis sûr que certains d'entre vous l'ont compris, elle est continue et nulle part dérivable. Comme pour la fonction valeur absolue qu'on vient de voir, cette fonction a un souci avec sa tangente potentielle, mais pas seulement en un point, c'est partout. On peut voir ça comme une sorte de fractal, c'est-à-dire un motif qui se répète à l'infini. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça fascinant. Bref, on va se quitter là-dessus. Si ça vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner et mettre un like, et comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à la prochaine.